Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invitée ce matin, Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement. Bonjour Sophie Primas. Bonjour Adrien Gindre. Avant d'en venir aux questions de budget, ce témoignage hier soir sur TF1, l'ancien journaliste Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot, était l'invité d'Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. C'est déjà dur de mourir, dit-il. Mal mourir, c'est double peine. Et il prévient, si en France les conditions ne sont pas réunies, j'irai en Suisse. Il appelle à un sursaut de nos gouvernants. Vous, porte-parole du gouvernement, quand vous entendez ça, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il y a urgence à avancer sur une loi avec un calendrier? Bien sûr, il y a une grande urgence. C'est un texte qui avait été examiné à l'Assemblée nationale, dont l'examen a été coupé par la dissolution. Et depuis, nous sommes tous attelés à trouver un budget à la France, ce qui est une urgence. Derrière, il y a un calendrier avec aussi des urgences, comme l'agriculture ou d'autres secteurs qui attendent des mesures. Et puis, il y a cette loi qui est en attente, mais sur laquelle le Premier ministre a engagé le fait que nous allions, j'espère avant la fin de l'été, j'espère avant la fin du printemps ou début du printemps, pouvoir légiférer. Vous dites « j'espère », ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on se comprenne bien, il n'y a pas de calendrier parlementaire qui soit programmé. Le calendrier parlementaire n'est pas programmé tant que le budget n'est pas voté. C'est la pierre de base pour reconstruire l'édifice ensuite de la législation. Il faut donc que nous votions un budget et derrière le calendrier législatif sera monté par les deux assemblées. Donc la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, au moment où l'on se parle, il n'y a aucune réponse à apporter à Charles Bietri, aucune garantie qu'on puisse le dire. Il y a une volonté, la volonté, si le budget est voté et si nous pouvons continuer dans notre travail législatif avec ce gouvernement, eh bien de légiférer le plus vite possible. Vous avez été touché par ce témoignage? J'ai été touchée par la grande dignité de Charles Bietri, vraiment, sa façon à la fois touchante, optimiste. On rira jusqu'au bout, je crois, dit sa femme. On voit la solidité de la famille, la solidité du breton qu'il est, et en même temps, cette grande détresse qu'on lisait. Évidemment, il faut répondre à cela. Il appelle à un vote à l'unanimité. Vous venez de la droite, une famille qui est globalement hostile à l'idée d'un projet de loi fin de vie. Est-ce que vous, à titre personnel, si vous étiez encore parlementaire aujourd'hui, vous voteriez ce texte? Alors je vais corriger, c'est vraiment quelque chose. En fait, vous savez, il y a deux sujets dans cette loi. Il y a le sujet des soins palliatifs et il y a le sujet de la fin de vie. Les soins palliatifs, c'est consensuel, la fin de vie, ça l'est moins. Ça l'est moins parce que ça pose des questions qui sont des questions très douloureuses, philosophiques, qui ne sont pas médiocres. Mais en revanche, ça n'a rien à voir avec l'engagement politique qui est le nôtre. C'est quelque chose qui traverse, en fait, les questions qui sont liées à cela. Et donc, quel serait votre vote si vous étiez parlementaire? Eh bien, je ne sais pas. Même lorsque nous étions en train d'examiner, à l'Assemblée nationale, moi je viens du Sénat, cette loi, c'est une question très difficile parce que j'ai beaucoup partagé, notamment avec des professeurs de médecine qui accompagnent depuis de nombreuses années en soins palliatifs. C'est très très difficile. En même temps, on ne peut pas rester insensible à des reportages comme celui d'hier soir. On va revenir à la politique du quotidien, Sophie Primas, puisqu'on le disait, budget, un compromis doit être trouvé cette semaine. En tout cas, c'est l'objectif entre députés et sénateurs. Sans attendre d'ailleurs que ces discussions aboutissent, le chef de l'État, lui, une nouvelle fois, va faire entendre sa voix. Ce sera demain au musée du Louvre. Je rappelle que le musée demande 500 millions d'euros pour remettre en état le bâtiment. Et dans l'idéal, 400 millions supplémentaires pour de nouvelles salles, une nouvelle entrée. Quelle est la position du gouvernement? Est-ce que vous êtes prêt à consentir cette dépense exceptionnelle demandée par le Louvre? Alors, il n'est évidemment pas question, au moment où nous construisons un budget qui est un budget de maîtrise des dépenses publiques, d'ajouter une ligne de 500 millions comme cela. Donc, en revanche, non, je veux juste dire que d'abord l'État contribue chaque année à hauteur de 100 millions au budget du Louvre. Le sujet de la rénovation du Louvre, de son adaptation en fait à son public très très large et à son succès, n'est pas un sujet qui émerge comme ça depuis 2-3 jours. C'est les déclarations du président demain n'engageront que le président, elles n'engageront pas le gouvernement. Écoutez, la Constitution est assez claire, le président préside, le gouvernement gouverne, propose un budget et le Parlement le vote. Donc effectivement, ça n'engage que le président. Mais ce qui est très important, c'est que Rachida Dati, la ministre de la Culture, s'est déjà engagée à ouvrir une discussion, à regarder comment on peut négocier, par exemple, réfléchir sur la politique tarifaire des visiteurs en dehors de l'Union européenne. Mais on parle bien du moyen terme. Bien sûr, évidemment. Autre
coup de pression, pardon, je me permets l'expression, du président sur le budget du sport. Il a dit il faut tenir nos engagements. Là encore, vous dites on est en train de chercher un budget qui puisse respecter nos équilibres. On en est où? Les coupes annoncées sur le sport seront maintenues à l'identique contre la volonté du chef de l'État? Alors les coupes sur le sport sont assez impressionnantes parce qu'en réalité, il y a 2 coupes, si je peux me permettre. La première qui est la non-reconduction des budgets qui étaient dédiés aux Jeux Olympiques. Donc vous comprendrez que les Jeux Olympiques sont passés. Et puis on a proposé un rabot supplémentaire qui a été très amendé par le Sénat. Aujourd'hui, la discussion parlementaire va se faire dans le cadre de la commission mixte paritaire. Nous faisons confiance aux parlementaires pour regarder ce qui... Pas de raison spécifique de revenir en arrière sur le sport? Si, on va revenir probablement en arrière sur le sport, puisque vous savez qu'au Sénat, le rabot a été raboté, si je peux me permettre cette expression, et que nous laissons les parlementaires prendre la décision dans le cadre de la commission mixte paritaire. Hier soir sur LCI, c'est votre collègue ministre de l'économie, Éric Lombard, qui allait de sa proposition sur les dépenses de santé. Il disait être remboursé à 100% quand on a des revenus supérieurs à la moyenne. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Là, il y a un chantier de son point de vue. Donc en clair, moins rembourser les frais de santé pour ceux qui sont les plus riches. Est-ce que c'est un chantier? Vous nous confirmez que le gouvernement compte ouvrir? Ce qui est un chantier, c'est de se dire comment on finance nos dépenses sociales. C'est la moitié du budget de l'État et c'est un déficit très important. Donc réfléchir à comment on finance nos dépenses sociales, comment on réduit les déficits, ça c'est le chantier qui est devant nous. C'est une proposition qui est une proposition personnelle du ministre de l'économie. Pour l'instant, il n'y a pas cette décision dans le spectre du gouvernement. Donc elle n'engage pas le gouvernement? Elle n'engage pas le gouvernement. Donc c'est décidément une marque de fabrique de ce gouvernement. Ce sont des ministres qui font des propositions, mais après on dit le gouvernement n'y est pour rien. C'est une marque de fabrique du Premier ministre qui laisse ces ministres, qui sont des ministres à la grande expérience. Donc c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Non, ce n'est pas 2 pas en arrière, c'est un pas en avant et puis on prend les décisions ensuite. Vous aviez dit polyphonie la semaine dernière, on peut dire que le mot prend tout son sens. Une précision, on disait compromis, mais compromis c'est surtout compromis avec les socialistes, Sophie Primas. Il y a eu des votes au Sénat, à majorité de droite, qui vont à l'inverse de ce que les socialistes espèrent, concernant les 4000 postes dans l'éducation nationale, les 500 postes à France Travail. Vous, encore une fois, qui venez de cette chambre haute, le Sénat, et qui venez de la droite, qu'est-ce que vous dites aux sénateurs de droite qui ont voté à leur âme et conscience et à qui, en fait, on va demander de vous revoir leur copie? Mais c'est tout le temps comme ça. En fait, la discussion entre le Parlement, entre les 2 chambres du Parlement... C'est rare que des socialistes minoritaires décident de la politique finalement menée. Ce que nous souhaitons avoir, c'est ni un gouvernement... Amélie de Montchalin l'a parfaitement dit, c'est ni un budget de gauche, ni un budget de droite. C'est un budget qui trouve le chemin du compromis pour que, enfin, la France ait un budget. C'est ça l'urgence. Donc le Sénat a pris des positions. Je note d'ailleurs, sans défendre le Sénat, mais que le déficit a été tenu au Sénat, même un petit peu au-delà de ce qui est demandé. Donc les sénateurs ont pris leurs responsabilités. Ils ont affirmé un certain nombre de choix, notamment sur le sport, mais aussi bien sûr sur d'autres éléments. Et maintenant, on rentre dans le champ de la discussion de la commission mixte paritaire. Vous savez, moi j'étais présidente... Mais ça vous fait pas bizarre, vous, de vous dire, vous, femme de droite, commission, vous faites pendant tout pour 6 ans. satisfaire les socialistes? Non, pas tous pour satisfaire les socialistes, tout pour satisfaire le chemin qui nous permettra d'avoir un budget. Vous voyez, il y a plein de projets de loi qui sont derrière en attente, dont celui dont on a parlé au début de notre interview. Il faut que maintenant on délivre et on perd 100 millions par jour. Donc il faut vraiment voter ce budget. Une précision, Sophie Primas, tout ça, tous ces compromis, c'est pour éviter la censure et que le gouvernement soit renversé. Mais vous nous confirmez que le budget sera bien adopté par 49-3 à l'Assemblée nationale? Non. La méthode du Premier ministre, c'est d'abord l'écoute, ensuite le dialogue. Non, pardon. Vous nous dites donc qu'il y aura un vote sur le budget à l'Assemblée? Je vais finir. Donc, la méthode de François Bayrou, c'est le dialogue, l'écoute, le dialogue et la responsabilité. Donc, nous prendrons des responsabilités si nécessaire, mais nous préférons dialoguer jusqu'au bout et trouver ce compromis dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, Sophie Primas.